Donc bonjour à tous. Là, au cours de cette séquence avec mes co-auteurs Luc Delaby, d'INRAE et Bertrand Davo de la ferme expérimentale de Torigné d'Anjou, on souhaiterait revenir avec vous sur le cas des 11 millions d'hectares de prairies temporaires et permanentes qui constituent un gisement majeur, enfin qui constitue un levier majeur de fourniture de protéines à l'échelle du système. Donc là, on a un gisement important, à portée de gueule de vache, qui mérite d'être exploité à son optimum tout au long de l'année, en faisant appel à un mode de gestion ancestral, le pâturage. Vous savez, ce truc pas moderne du tout, un peu compliqué, qui régresse dans certains systèmes. Donc pour aborder cette présentation, je vous propose un déroulé en 3 parties. Donc il y aura une première partie au cours de laquelle on va revenir sur la contribution des prairies temporaires et permanentes à l'autonomie protéique des systèmes d'élevage, avec un zoom sur les systèmes laitiers. Ensuite, on tentera de quantifier ce gisement de protéines au travers de 2 situations contrastées, le cas des prairies permanentes et temporaires du pin au Hara, et le cas des prairies à flore variée de la ferme expérimentale de Torigné d'Anjou. On poursuivra enfin sur une séquence dédiée au pâturage et à la mise en œuvre d'un certain nombre de leviers permettant de renforcer l'exploitation de ce gisement de protéines à l'échelle du système. Donc, autonomie protéique dans les systèmes d'élevage. Cette première illustration, elle est tirée d'un traitement des données du dispositif Indosis Réseau d'élevage. Elle positionne le niveau d'autonomie protéique et leur plage de variation sur les ateliers bovin-lait, ovin, bovin-viande, ovin-lait, caprin-lait. Alors, ces niveaux d'autonomie protéique sont calculés à l'échelle de l'atelier en faisant le rapport entre la MAT produite sur l'exploitation et la MAT consommée à l'échelle de l'atelier. Qu'observons-nous ? Alors, des niveaux d'autonomie protéique, on l'a vu un petit peu ce matin, supérieurs à 80% dans les ateliers bovins et ovins-viande. A contrario, l'autonomie protéique dans les systèmes laitiers perd entre 20 et 30 points, notamment chez les bovins, les ovins et les caprins-lait. Confirmant ainsi que cette histoire d'autonomie protéique ou de dépendance, inversement, est pour beaucoup une problématique des systèmes laitiers en général et une problématique des animaux à fort besoin. Faisons maintenant un zoom chez les ateliers laitiers, alors cette fois-ci, au travers des systèmes d'alimentation des vaches laitières. Et pour illustrer ça, on vous propose là une valorisation des données tirées de l'Observatoire de l'alimentation des vaches laitières, Résalim, animé par nos collègues d'Alliance. Ce dispositif national permet de remonter les pratiques de rationnement des éleveurs au travers de constats d'alimentation remontés mensuellement et décrivant au mois le mois la ration des vaches laitières. 6 systèmes d'alimentation sont décrits dans cette présentation, intégrant les ingrédients de la ration et leur contribution depuis tout à gauche, tout à droite pour vous, les rations dominées par le maïs en silage, jusqu'aux rations à base d'herbe sur la partie gauche. 2 constats dans cette illustration. L'introduction d'herbe dans la ration des vaches laitières constitue un levier de renforcement de l'autonomie protéique. C'est un écart de 20 points d'autonomie protéique entre les maïs élevés, donc les systèmes à plus de 85% de maïs dans la ration, et les herbes maïs, dans lesquelles on va retrouver entre 15 et 50% de contribution du maïs dans la ration. La plage, ce qui était aussi intéressant, c'est d'analyser la plage de variation. Elle est, pour chacun des systèmes, elle est aussi très intéressante à regarder, puisque quand on s'intéresse aux systèmes les plus autonomes, on y voit qu'on a quand même, quel que soit le système, quelle que soit la place qu'a l'herbe dans le système, on a des marges de progrès importantes qu'il faut essayer de valoriser. Et maintenant, si on regarde à l'échelle de l'année, l'évolution en dynamique au fil des mois de l'autonomie protéique dans les différents systèmes d'alimentation, en s'appuyant toujours sur les constats du réseau Résalim. Donc là, en abscisse, vous avez le temps. En ordonnée, vous avez l'évolution de l'autonomie protéique au fil des mois. Qu'est-ce qu'on voit ? Il y a une contribution positive de la prairie à l'amélioration de l'autonomie protéique dès qu'elle se trouve renforcée dans la ration. C'est entre 15 et 20 points d'amélioration de l'autonomie protéique entre des rations hivernales et des rations de printemps et d'été qui incorporent de l'herbe pâturée ou fauchée.
introduite dans la ration, c'est pas un scoop, hein, mais l'herbe est donc un levier majeur d'amélioration de l'autonomie protéique. Alors maintenant, comment quantifier ce gisement? Parce qu'on a essayé d'appeler gisement de protéines à l'échelle de la parcelle. Donc là, je vais essayer de vous faire une illustration en dynamique. Donc en abscisse, on retrouve le temps, hein, donc les mois de l'année, et en ordonnée, la biomasse. La prairie, dans une première phase, elle va passer par 4 grands stades au cours de l'année, que j'ai représentés par des couleurs et des niveaux de production différents. Il y a une première phase qui correspond en fait à la phase de démarrage, de démarrage du couvert dans lequel on est, hein, qui se caractérise le plus souvent par une végétation feuillue, hein, essentiellement dominée par des limbes, avec peu de gaines et souvent une contribution des légumineuses qui est réduite. Ensuite, la phase de pleine pousse, au cours de laquelle le rapport feuille-tige va diminuer en lien avec la montaison des graminées. Ensuite, on a la période estivale qui va se caractériser par des repousses le plus souvent feuillues, pour les graminées qui ne sont pas remontantes, hein, ce n'est pas le cas pour toutes les espèces, et une contribution des légumineuses qui se trouve renforcée dans cette période-là. Cette période est aussi marquée par des arrêts de végétation plus ou moins importants, suivant les zones géographiques dans lesquelles on peut se trouver. Dernière période, qui est celle de la repousse automnale et hivernale, qui, elle, va être caractérisée par, à nouveau, une repousse feuillue, un rapport feuille-tige qui devient à nouveau favorable, et une valeur énergétique et azotée, surtout, qui redevient très intéressante. Donc au fil de ces 4 saisons pratiques d'utilisation de la prairie, on a bien évidemment une évolution de la teneur en hématé de la végétation qui va être influencée par la physiologie et la dynamique d'évolution dont on vient de parler. Deuxième empilement, on va dire, dans l'évolution que prend la prairie au fil de l'année, c'est l'impact des profils de croissance. Donc, en complément donc, à ces stades physiologiques dont je parle, la prairie offre des profils de pousse qui sont variables, en lien bien évidemment avec le contexte pédoclimatique dans lequel on se trouve, et en lien aussi avec des facteurs climatiques comme ceux du moment, là, qui viennent aujourd'hui de plus en plus perturber le pic de pousse, qui viennent aussi décaler les périodes de production tout au long de l'année. Donc ça, c'est un élément qu'il faut intégrer. Et dernier élément, en complément donc à ces profils de pousse, on va retrouver la valorisation et on va y greffer des cycles d'exploitation au fil des saisons pratiques d'utilisation du couvert. Donc ces cycles, c'est la valorisation qu'on peut faire de la végétation, qui sont donc plus ou moins nombreux au fil de l'année. Hein. Ça va en gros de 3 à 8 ou 10 cycles suivant les années, suivant les contextes pédoclimatiques. Ces cycles d'exploitation correspondent aussi à des valorisations en pâturage ou en fauche, hein, dans l'utilisation du couvert, et leur quantification à l'échelle du cycle permet d'approcher, quand on cumule l'ensemble de ces cycles-là, permet d'approcher le rendement en herbe valorisé à l'échelle de la parcelle. Donc on va utiliser cet élément-là pour quantifier d'un point de vue méthodologique ce gisement, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur l'ensemble de ces cycles d'utilisation pour quantifier le gisement de protéines en s'appuyant d'une part sur la biomasse prélevée au-dessus de 5 cm, en s'appuyant, deuxième élément, sur la teneur en hématé de la végétation au moment de l'entrée des animaux. Le produit des deux va nous donner finalement la quantité de hématé valorisée à l'échelle du cycle et par cumul à l'échelle de la parcelle et donc sur une année complète. Donc si on souhaite réaliser une approche plus globale à l'échelle du système de pâturage, il faudrait aussi intégrer dans ce raisonnement la biomasse récoltée et la hématé récoltée via les utilisations en fauche, en lien notamment avec le débrayage de certaines parcelles qu'on va être à même de faire au moment de la phase d'explosion de la pousse. Alors, on a appliqué ce raisonnement, cette méthodologie, sur 2 situations contrastées, de par leur contexte pédoclimatique. Donc, le cas des prairies du pin au Haras, en Normandie, donc un système laitier pratiquant un pâturage tournant simplifié sur des prairies permanentes et temporaires. Alors les temporaires en question, elles sont essentiellement à base de raigrons anglais et réalisant aussi des apports de fertilisation azotée. On a une pratique de la fertilisation azotée sur ces couverts-là. Deuxième situation, le cas de la ferme expérimentale de Torigné d'Anjou, donc là qui est un système allaitant, pratiquant également le pâturage tournant, simplifié sur les différents lots du troupeau allaitant, dans un contexte pédoclimatique, cette fois-ci beaucoup plus contraint, puisqu'on est sur des sols humides et séchants,
avec la présence d'un arrêt de végétation marqué. Donc on va essayer de dérouler ces deux situations d'un point de vue quantification du gisement. Première situation, donc le cas des prairies du pin. Alors deux éléments sont reportés sur ce graphique. Il y a d'une part le profil de pousse moyen, observé sur la ferme, sur la période 90 à 2019. Et deuxième élément, sont reportés les différents cycles de pâturage qui ont été pratiqués sur cette même période, 90 à 2019. C'est en gros 648 cycles de pâturage pendant cette période, en moyenne 5 cycles par an, répartis sur les 4 saisons pratiques dont on parlait tout à l'heure. Donc sur ces prairies permanentes, qui sont quand même des bonnes prairies permanentes dans la configuration du pin, la contribution de la prairie pâturée, puisque là je ne raisonne que sur le volet pâturage, à la production de protéines, est de l'ordre de 1,9 tonne de MAT par hectare et par an. C'est un équivalent finalement d'une bonne luzerne ensilée, stockée, distribuée, complémentée. Deuxième situation, le cas des prairies temporaires. Donc pour la plupart, comme je le disais tout à l'heure, à base de raigrans anglais, leur contribution à la production de protéines, en termes de valorisation, est légèrement inférieure, puisqu'on descend à 8,7 tonnes de matière sèche valorisée par hectare, et à un potentiel, un niveau de production en protéines de l'ordre de 1 tonne, 1,5 tonne, on va dire, de MAT exporté. Ça a été fait de la même façon que tout à l'heure, sur 752 cycles de pâturage sur la période 90 à 2019. Donc, à même nombre de cycles de pâturage, la productivité en MAT entre les permanentes du pin et les temporaires, et en gros, il y a un différentiel de 20%. Troisième situation, le cas de la ferme de Thorigné. Donc là, on est dans un contexte, je le disais tout à l'heure, de sols qui sont humides et séchants, potentiellement pénalisants pour la portance dans la phase de démarrage en végétation, qui sont aussi marqués par une période de sécheresse estivale plus ou moins importante. Sur la base de prairies à flore variée, on est sur des mélanges multi-espèces qui renferment des compositions à base de raigrans anglais, fétuques, trèfle blanc, trèfle hybride, lotier corniculé. Un pâturage tournant simplifié, on est sur des lots, un système de pâturage avec 4-5 grandes parcelles par lot, on va dire, de manière très schématique. Donc ce graphique vient de la même façon que tout à l'heure, vient illustrer le résultat là d'une soixantaine de cycles de pâturage. Donc on est en moyenne sur 5 cycles par an, sur une douzaine d'années de suivi. Donc qu'est-ce qu'on voit en termes de contribution à la fourniture en protéines de nos prairies à flore variée, dans le contexte de Thorigné, qui est un contexte un peu moins favorable? On a une contribution à la production de protéines tout au long de l'année qui est de l'ordre de 1 tonne de MAT par hectare et par an. Donc dans le cas de Thorigné, ce niveau de valorisation, il est influencé par deux principaux facteurs. Il y a d'une part le contexte de pousse qui est moins favorable que celui du pin, et d'autre part l'intensité de la sécheresse estivale qui vient quand même largement, qui peut pénaliser le potentiel de pousse sur cette période-là, mais aussi le redémarrage des végétations en période automnale. Donc en résumé, si on fait un bilan, pour ce qui relève de ce chiffrage du gisement de protéines que constitue la prairie pâturée, il est compris entre finalement 1 à 2 tonnes de MAT valorisées par hectare et par an, soit un équivalent de 200 kg de MAT par cycle de pâturage en contexte pédoclimatique contraint, jusqu'à 300-335 kg de MAT par cycle de pâturage dans un contexte favorable. Ce gisement de protéines permis par la prairie est là effectivement à portée de gueule des vaches, mais encore faut-il se donner les moyens d'aller exploiter à l'optimum ce gisement par le pâturage. Ce qui nous amène à évoquer, d'un point de vue pratique, les questions qui vont arriver autour de cette valorisation. Donc la bonne valorisation de ce gisement, elle repose sur la mise en place de pratiques de pâturage effectivement efficaces tout au long de l'année, avec de la part des éleveurs qui pratiquent souvent une batterie de questions sur le comment faire. Alors parmi ces questions, on trouve souvent celle du mode de pâturage. Là, je vous ai remis quelques exemples de modes de pâturage, distinguant le pâturage tournant classique, le full grass, le pâturage simplifié, le tournant simplifié, fil avant, fil arrière, jusqu'au techno-grazing. Ce qui a pu être montré par rapport à tous ces dispositifs-là, ou toutes ces façons de faire-là, c'est que dans les essais analytiques comparatifs, quand on s'est mis en situation de comparer ces modes de gestion-là, qui ont pu être menés ces dernières années, entre les différents systèmes de pâturage, on a pu montrer qu'à chargement identique, au regard de l'offre en herbe sur pied,
les performances animales dépendent très peu du système de pâturage. Le choix d'un système de pâturage, en fait, il se raisonne sur d'autres facteurs que les simples performances animales. Il va se raisonner au regard des contraintes liées au parcellaire. Il va se raisonner aussi au regard soit d'une recherche de simplification que l'éleveur vers lequel il peut aller, versus la rationalisation qu'on peut amener dans l'utilisation de l'herbe par le découpage. En revanche, il y a une seule règle qu'on peut évoquer, dans une règle de conduite qu'on peut amener dans ces façons de faire, et qui va conditionner le niveau de valorisation, et qu'il faut pâturer ras. Aller faire descendre les animaux, aller chercher les gaines, faire insister les animaux, en clair, pâturer sévère pour que derrière, on maximise, on valorise au maximum le rendement en air valorisé à l'échelle de la parcelle. Ça a des conséquences qui sont souvent un frein chez les éleveurs, c'est que ça va amener une baisse de réponse de la part de l'animal. Si on accepte de baisser la hauteur sortie à l'échelle entre 6 et 5 cm, on va aller chercher effectivement un peu plus d'herbe, on va donner du temps de repousse, on va aller chercher une quantité de MAT supplémentaire. Ça va nous permettre de gagner dans le rendement en air valorisé à l'échelle de la parcelle. Et derrière, on va améliorer le niveau de valorisation. Alors, à l'échelle d'une année, ça avait été chiffré dans un travail qu'on avait fait au sein du guide de l'herbe, accepter de perdre 250 kg de lait par vache, c'est se donner en fait les moyens d'aller chercher 1 tonne à 2 tonnes de matière sèche hectare supplémentaire en descendant dans les gaines, en allant chercher, en rasant, en allant chercher au maximum la végétation. Donc les enjeux qu'il y a derrière le pâturage, ils se situent pour beaucoup autour de cette question-là, beaucoup plus à mon sens qu'au regard des différents modes de gestion sur lesquels finalement on a peu d'incidence sur les performances animales. Alors comment renforcer ce gisement de protéines à l'échelle de la parcelle tout au long de l'année? On va reprendre mon petit schéma de tout à l'heure, en essayant de venir greffer sur ce schéma-là un certain nombre de leviers qui vont nous permettre de renforcer finalement le potentiel de production et donc de valorisation en protéines à l'échelle de la parcelle. Premier levier, sortir tôt. Mettre à l'herbe de bonne heure. En clair, mettre à l'herbe dès que ça porte, mais ça veut dire ne pas forcément attendre d'avoir beaucoup de biomasse sur pied avant de mettre les animaux, anticiper ça, et cette mise à l'herbe, si on fait la référence par rapport au système, à la place que l'herbe a dans le système, cette mise à l'herbe doit être d'autant plus précoce que la surface en art par vache, en art par VL, est importante. C'est-à-dire que l'enjeu du premier passage, c'est effectivement d'assurer un premier nettoyage de la végétation, notamment celle qui peut être résiduelle de la repousse, issue de la repousse hivernale, mais ça va être aussi de créer un décalage en pâturage tournant entre les différentes parcelles, avant le changement de braquet, j'appelle ça comme ça, avant l'accélération de la pousse qu'on a en général, suivant les zones, en tout cas dans les zones de plaine, c'est quelque chose qu'on retrouve à partir de la mi-avril. Et dans les systèmes allaitants, c'est pareil, on se retrouve un peu dans cette même configuration, avec une nuance quand même, c'est que les animaux, là, ils sortent définitivement, mais on a quand même une marge de manœuvre par rapport à ça dans les troupeaux allaitants, et on pourrait aussi gagner dans cette date de mise à l'herbe, en gros d'une quinzaine de jours suivant les systèmes, en n'attendant pas d'être dans la situation d'avoir pléthore d'herbe dans les parcelles, en anticipant aussi le décalage par une mise à l'herbe un peu plus précoce. Deuxième levier, fertiliser les prairies, amener une fertilisation azotée. On en a parlé ce matin. La prairie, dans la prairie, on a 3 sources d'azote potentielles, avec par ordre d'importance quant à leur niveau de fourniture. Quand on raisonne ça en kilos d'azote par hectare et par an. Premier niveau, il y a les fournitures en azote par le sol. Donc c'est ce qui relève de la minéralisation, qui en général coïncide avec le pic de pousse. Souvent, c'est assez coïncident. Deuxième élément, la contribution des légumineuses. Mais les légumineuses, c'est des plantes qui ont besoin de température, donc elles ne vont pas être contributives dans le démarrage de la végétation. On va plutôt les retrouver dans le pic de pousse et en arrière, en fin de printemps, on va dire. Et troisième élément, les restitutions liées au pâturage, liées aux bouses et au pissa. Donc prenons en compte ces 3 postes et leur période de fourniture à l'échelle de l'année, si on les positionne sur cette courbe de croissance-là, afin d'accélérer le démarrage de la végétation en sortie d'hiver, un apport d'azote se justifie sur nos prairies, alors qu'elles soient de graminées, c'est effectivement ce qu'on fait depuis longtemps, mais aussi nos prairies multi-espèces,
on a un besoin d'amener un peu d'azote dans ce démarrage de végétation, à hauteur en gros d'une quarantaine d'unités, 40 kg d'azote par hectare, dans l'objectif d'accélérer le démarrage de végétation et se donner les moyens aussi de mettre en place le pâturage et de créer le décalage entre les parcelles. Donc si, comme on le voit depuis quelques années, la végétation hivernale, enfin la repousse qu'on a sur la période hivernale, elle génère des quantités d'herbe finalement sur pied qui en sortie d'hiver sont assez importantes, ce premier apport d'azote, il sera décalé, il sera reporté derrière un premier passage des animaux. Troisième levier, faucher tôt. Alors faucher plus tôt, ça veut dire accepter de perdre un peu de rendement, au profit d'une meilleure qualité, qu'elle soit énergétique et azotée. C'est aussi se mettre dans la situation où la fauche, elle va être au service du pâturage, elle va être au service de la repousse qui vient derrière. Donc là, il y a eu un certain nombre d'essais analytiques qui ont été menés ces dernières années dans le cadre du projet SOS Protéines. C'est un projet qui a été mené dans l'ouest de la France, qui ont permis de montrer que, globalement, quand on fait une comparaison entre fauche précoce et fauche classique, au stade optimal, on va dire, de productivité, on a, entre ces deux façons de faire, les rendements à l'échelle de l'année sont globalement équivalents. En revanche, le fait d'aller chercher plus tôt, bon, ça c'était un peu une évidence, mais aller chercher plus tôt va permettre de nous gagner en MAT, et c'est en gros 2,5 points de MAT en moyenne qu'on va récupérer sur la végétation par cet itinéraire précoce. C'est une tonne de MAT en plus à l'hectare, un peu plus de 18% de production de MAT complémentaire par rapport à un témoin, une situation fauchée à la date classique. Alors ce qu'il ne faut pas occulter, c'est que derrière ces pratiques-là de fauche plus précoce, on a aussi des répercussions sur le nombre de cycles. Donc on va derrière générer, dans notre situation, ça avait été 1-2 cycles supplémentaires. On va générer des coûts de récolte qui sont aussi un peu plus élevés, compte tenu qu'on récolte à un moment donné un peu moins de biomasse, qui est plus qualitative, mais ramenée à la matière sèche, on est effectivement sur quelque chose qui est un peu plus généreux. Quatrième levier, pâturer des reports sur pied, riches en légumineuses. Alors là, dans cette situation-là, il s'agit d'essayer de décaler un peu d'essayer d'amortir un peu le trou d'été, notamment dans les secteurs où on se retrouve avec une végétation ou des arrêts de végétation marqués. Donc là, il s'agit de valoriser en fait des repousses qu'on va délibérément faire vieillir sur la période estivale. Alors quand je dis faire vieillir, c'est accepter des âges de repousse de 50 à 60 jours, dans lequel on va faire pâturer des végétations qui auront donc été laissées en quelque sorte en repos sur le mois de mai-juin pour être capable de les valoriser sur juillet, voire août. Alors plusieurs conditions sont quand même nécessaires pour la mise en place de ces reports sur pied. La première, c'est d'avoir maîtrisé l'épi. L'épi de la graminée, de nos graminées qui sont dans le mélange. Ça veut dire que derrière, d'un point de vue qualité, cette qualité des reports sur pied, elle va quand même être conditionnée par le caractère plus ou moins remontant de la végétation. Des végétations qui ont une capacité à refaire beaucoup d'épis, c'est pas forcément... Alors, ça peut dépendre des catégories animales qu'on y met en face. Je sais qu'en troupeau allaitant, on peut aussi faire consommer des végétations qui sont épiées, mais notamment chez les laitiers, là, l'objectif, c'est d'aller chercher quand même une repousse feuillue. Deuxième élément, qui est important dans la constitution de ces reports sur pied, c'est de disposer d'une végétation qui va être très riche en légumineuses. C'est à la limite une parcelle sur laquelle on a un excès de trèfle, ou un excès de légumineuses, qui pourrait même être problématique sur l'animal si on les faisait pâturer trop jeunes. Mais ces légumineuses-là, dans ces reports, elles vont avoir un atout important, c'est qu'elles vont permettre de tamponner, d'atténuer la baisse de valeur nutritive qu'on va générer avec le vieillissement, avec l'âge de la repousse de la graminée. Donc le fait d'aller chercher des stocks d'herbes sur pied enrichis en légumineuses, c'est un moyen d'atténuer les effets sur la valeur, et notamment sur la valeur azotée. Ensuite, troisième élément à intégrer, c'est constituer des reports sur pied sur des sols qui ont un minimum de profondeur, parce que si je le fais sur 15 cm de terre, je vais me retrouver sur du foin sur pied, et donc derrière une valorisation qui sera de qualité moyenne. D'un point de vue exploitation, on va essayer de rationner l'utilisation du couvert en pâturant au fil. Alors on a fait des travaux là, ces dernières années dans le cadre de K-Protein autour de l'utilisation de ces reports sur pied jusqu'au fait d'aller chercher... jusqu'au fait d'aller chercher... Jusqu'au fait d'aller chercher des légumineuses pures.
comme la luzerne ou encore le trèfle violet. Donc ces essais, bon, ils sont actuellement en cours, mais ils montrent les capacités qu'on a avec ces espèces, ces couverts, dans le fait d'allonger la période de pâturage sur la période estivale et d'aller chercher des végétations qui sont riches en hématé. Avant-dernier levier, il va concerner l'idée de renforcer le gisement dans sa capacité productive. Et là, quand on est en phase de prairie temporaire, il y a un levier qu'il faut savoir utiliser, à mon avis, qui est celui de la prairie multi-espèces. Alors, on a multi-espèces, ça veut dire aller chercher une diversité dans la composition, sortir de la prairie d'association un peu règre-à-trèfle, pour diversifier autour de ça, dans un objectif de renforcement, d'allongement de la période de production. Alors, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits là-dessus, mais tout ce qu'on peut évoquer, c'est que quand on va rechercher ces prairies multi-espèces, on va amener là une solution qui permet de renforcer le potentiel de production. Les essais qui ont pu être menés ces dernières années montraient qu'on avait un écart de l'ordre de 1,2 tonne à 1,5 tonne de rendement supplémentaire en faveur de la multi-espèce, comparativement à l'association règre-à-trèfle, en lien avec l'introduction de mélanges à 5-6 constituants. On a des valeurs qui sont comparables sur les stades feuillus de ces végétations-là, que la prairie soit multi-espèce ou prairie d'association, elle présente une qualité énergétique et azotique qui est très comparable. La teneur en azote, elle est, comme dans la prairie d'association aussi, elle est conditionnée par la bonne proportion de légumineuses. Donc là, il y a un enjeu à introduire et à faire en sorte que les légumineuses s'installent bien. Et il y a un dernier levier qu'il faut utiliser, je l'ai greffé parce qu'il fait partie aussi finalement, c'est un élément de robustesse aussi dans la mise en place de ces couverts-là, c'est d'aller chercher les techniques d'implantation sous couvert pour s'affranchir justement de l'aléa climatique qu'on a de plus en plus sur les mois de septembre, garantir la mise en place du potentiel productif de cette prairie temporaire qu'on va retrouver dans les années futures. Et dernier levier, je suis passé un petit peu trop vite, c'est le pâturé en hiver. Alors le pâturé en hiver, ça c'est un élément qui va, à mon sens, prendre de plus en plus d'importance dans le contexte du changement climatique dans lequel on est. On a des conditions hivernales qui sont de plus en plus douces là, depuis quelques années, notamment en zone de plaine, qui permettent le maintien d'une croissance hivernale, avec à la clé des repousses de très bonne qualité. La structure de la végétation dans ces repousses hivernales, elle est à la fois faite de beaucoup de feuilles et elle présente une très bonne qualité azotée. Donc qu'est-ce qui est important dans cette pratique-là ? C'est d'aller chercher au maximum cette végétation dans la période hivernale, dans la limite du matraquage, parce que ça peut avoir des conséquences sur la pérennité du couvert. L'espèce animale est correcte. Tous les essais qu'on a pu mener là, ces 2 dernières années montrent qu'en lait ou en viande, la réponse est tout à fait correcte, sans conséquence sur le potentiel de repousse, si on fait attention, si on est précautionneux dans la manière d'utiliser le couvert. J'en aurais terminé. Donc en conclusion, en se donnant les moyens du pâturage, parce que c'est ça la clé, les moyens du pâturage, la prairie, elle est quand même une ressource en protéines majeure, qu'il faut aller chercher dans un objectif d'amélioration de l'autonomie protéique. Tout système confondu, quelle que soit la place que peut avoir l'herbe dans la ration, il y a à gagner à aller pâturer et à aller chercher cette végétation. C'est un fourrage qui est naturellement bon pour l'animal, notamment à un stade feuillu, qui est équilibré aussi sur le volet énergie. La prairie pâturée, c'est aussi, on ne l'a peut-être pas trop dit, mais c'est aussi un très bon levier économique, de par le coût de valorisation de cette ressource. Donc voilà pour cette présentation, ce petit plaidoyer là, en faveur de la prairie pâturée. Alors sachez que ce travail de quantification du gisement de protéines, là, permis par les prairies, et notamment les prairies pâturées, on va le poursuivre dans le cadre du RMT Avenir Prairie, et notamment son axe 2. Et on a un travail qu'on est en train d'initier avec l'idée d'aller chercher d'autres sites que ceux que j'ai évoqués là, de manière à se faire un référentiel un peu plus abouti sur cette question-là. Donc, pour ceux que ça intéresse, il y a la possibilité de venir travailler avec nous sur cette question. Voilà, merci. Merci Patrice pour cet exposé dynamique et très intéressant, très clair. Certainement des réactions. Si.
Je suis Joseph Yoka, enseignant-chercheur à l'Université Marion Gbabi, Brazzaville, Congo. Je suis très intéressé par l'exposé qui vient d'être fait, parce que je travaille sur le forage et le pâturage. J'ai souligné un fait que l'orateur a précisé, que la sécheresse influence significativement le potentiel de repousse. Évidemment, même en zone tropicale, c'est ce que nous constatons. Et avec les changements climatiques, au niveau du monde entier, il y a la sécheresse qui s'installe. Et il y a un impact négatif sur le pâturage à cette période. Et un autre fait que j'ai noté, c'est vous avez dit qu'il faut faucher tôt, plus tôt. Bon, en zone tempérée, généralement, vous fauchez à, je crois bien, à 5 mètres de hauteur. Mais en zone tropicale, 5 mètres de hauteur, ça c'est encore peut-être une semaine après avoir brûlé la savane. Surtout qu'en zone tropicale, les espèces poussent très rapidement. Et chez nous, dire faucher tôt, c'est certainement un mois après le feu. Parce que généralement chez nous, le départ de la végétation verte, c'est à partir du feu. Et un mois après le feu, c'est plus tôt, puisque les graminées n'ont pas encore la possibilité d'avoir les racines pour bien s'installer. Et la biomasse est encore très très faible. À ce moment, nous avons trouvé un optimum. C'est 2 mois après le feu. À 2 mois après le feu, du point de vue biomasse, on a une biomasse assez importante. Et du point de vue qualité minérale, on a un peu les MAT qui peuvent répondre. Donc 2 mois après le feu, chez nous, ça c'est l'optimum pour pâturer. Parce que la chance, elle est universelle. Si nous avons un étudiant ici qui dit qu'il faut pâturer très tôt, à 6 cm, et s'il part chez nous, il va tout fausser. Donc c'est pour cela que chez nous, les techniques de pâturage varient avec les zones écologiques. Mais ici, c'est la zone tempérée, c'est une réalité, et en zone tropicale, c'est une autre réalité. Surtout que les espèces graminéennes croissent très vite et se lignifient aussi à temps. Merci pour cette contribution. Effectivement, tout dépend aussi des milieux agroclimatiques. Patrice, tu veux commenter par rapport à ça ou... Je peux continuer? Allez-y, allez-y. Je peux continuer? Mais ce serait bien qu'on puisse aussi prendre d'autres questions. D'accord. Je vais terminer sur les prairies multi-espèces. Évidemment, c'est normal parce que l'exposé qui est passé avant la pause, il fallait répondre comment nous allons remplacer l'alimentation à base de soja. Mais la réponse est très facile. Chez nous, il faut aller carrément sur les pâturages en faisant l'association des cultures. Et on a compris que une association en 2 cultures ne répond pas tellement. Il faut aller quand même à 3, 2 graminées plus une légumineuse. Ça peut donner une bonne phytomasse et puis une bonne valeur ajoutée. Et je termine par les techniques d'implantation sous couvert. Alors, chez nous, quand on entend parler d'implantation sous couvert, nous voulons aussi initier des travaux de culture fourragère sous les arbres que nous plantons, parce qu'on nous demande de ne plus déboiser. Parce que le poumon économique, le poumon écologique, c'est en Afrique centrale, on nous dit de ne plus déboiser, et nous avons un programme d'afforestation en savane, donc les pâturages, et ce qu'on veut aussi faire, puisque nous mettons le bois en savane, et sous le bois, on peut mettre les cultures fourragères et pour faire un système de sylvopastoralisme. Et c'est aussi très important pour arriver à l'autonomie fourragère, protéique. Donc, cultiver aussi les légumineuses sous couvert, ça nous permet aussi d'améliorer la qualité fourragère. Merci. Merci pour ce témoignage. Moi, j'avais une question par rapport à votre méthodologie. Je n'ai pas bien compris ou j'ai mal écouté. Elle intègre les protéines liées qui sont exportées par la fauche des prairies aussi? Non. C'est D'accord. que les cycles de pâturage. J'ai peut-être dit qu'au tout début, ça, que pour aller sur une approche complète à l'échelle de la parcelle, il faut intégrer... Et est-ce que ça peut expliquer la différence que vous avez entre prairies permanentes et prairies temporaires dans le cas du pin ou... Enfin... Vas-y, Luc. C'est la raison essentielle, parce que les prairies temporaires sont essentiellement fauchées au premier cycle. C'est ça, il y a un gap entre les deux. L'écart n'est pas si violent, même s'il est quand même favorable aux permanentes.
Bon, après, tu es en face de, sur le pain, on est dans une situation de bonne prairie permanente aussi. Hein. Oui, oui. Aussi. Il y a une question là-bas, puis après on prendra devant. Oui, Rudy Lavazet, conseiller prairie à la Chambre d'agriculture. Donc je voulais juste savoir, tout à l'heure, quand tu parlais de pâturer rat et attaquer la gaine, c'est quoi la notion? Parce qu'en fait, il y a des gens, en fait, quand on dit ça, on va à la limite jusqu'à la terre et... Non. Non, mais c'est de savoir fixer une limite, juste savoir c'est quoi pour toi rat, du coup. 4 cm, herbomètre. Très bien, Quand tu vas dans les gaines au ras du sol, hein, tu vas impacter la repousse derrière, hein, tu vas donner il y a un temps de latence qu'on va générer derrière. Et ça, bon, quand c'est conduit sur le printemps, dans des conditions de pousse assez favorables, ça peut, c'est pas forcément, on va pas générer des impacts derrière. En revanche, tu fais ça sur la période estivale, tu rases beaucoup trop dans cette période-là, là on impacte la pérennité de la prairie, on va être dans les conditions de la surexploitation. Et la végétation va mal repartir derrière, et c'est là que la prairie, elle peut se dégrader derrière ces situations-là. Donc le descendre très ras, tu vas chercher un peu de biomasse supplémentaire si tu le descends à 3 cm au ras du plateau de talage. Mais derrière, tu vas générer, tu vas aussi avoir un délai de latence, un délai de repousse qui va être allongé. Ici, André. Oui, bravo pour cette belle démonstration très pédagogique. Aujourd'hui, on a des gens compétents qui s'intéressent au fourrage depuis maintenant une vingtaine d'années à nouveau. On a beaucoup de références, on a de super outils de suivi. Mais globalement, on a l'impression, comme ça un peu vu de nez, que la valorisation finale des prairies en France n'a pas beaucoup bougé, malgré tous ces acquis supplémentaires. Est-ce que c'est parce que le potentiel de production a été plus réduit par des raisons climatiques ou autres, ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas vraiment progressé dans l'utilisation, dans la valorisation? Moi, je pense plutôt à la deuxième raison. Le potentiel, il peut effectivement avoir baissé au fil des années, notamment en lien avec le changement climatique, mais c'est surtout le gaspillage qui est fait aujourd'hui, qui est toujours là dans les systèmes. Il y a des marges de manœuvre importantes, et ça, quel que soit, je ne l'ai pas trop dit au début, et quand on regarde les systèmes d'alimentation, même dans les systèmes très orientés vers le maïs, ceux qui se donnent les moyens d'aller chercher un peu d'herbe, c'est 15 arts par vache, c'est très peu de surface finalement, ceux-là, ils ont une valorisation à aller chercher qui est importante, et il y a des marges de manœuvre. Et c'est, à mon avis, là on a parlé du potentiel, mais ce qui serait sans doute intéressant aussi, c'est de faire l'inverse de ça, c'est d'aller chercher tous les gaspillages qu'on génère aujourd'hui à l'échelle de la prairie, et les transformer finalement en équivalent, en euros, quoi, quelque part, mettre une référence économique derrière. Mais il y a dans les 4 saisons pratiques là, dont on vient de parler, dans chacune de ces périodes-là, on en laisse un peu. Si je veux prendre l'exemple de la repousse automnale, l'herbe d'automne, alors je ne sais pas ce qu'il y a eu derrière, ce qui a amené ça, mais elle véhicule une image d'une herbe de mauvaise qualité, pas facile à faire. C'est juste l'inverse. On est en face d'une végétation qui est riche en azote, qui est de très bonne qualité, et pour autant les éleveurs ne vont pas forcément bien la chercher. Et ça génère aussi, ça a des conséquences sur ce qui se passe aussi sur le printemps suivant. Donc il y a à tous les moments de l'année de l'herbe à aller grappiller, et tout système confondu. On va prendre encore 2 questions courtes. Petite remarque ou suggestion par rapport à cette... Pardon, Bertrand Davo, ferme expérimentale Torigné d'Anjou. Par rapport à ces questionnements, là on est sur une thématique autour de l'autonomie, et à un moment donné, est-ce qu'on n'a pas interrogé la production aussi qu'on demande aux animaux, les niveaux de productivité? Si on regarde dans les dernières décennies, on a plutôt utilisé des aliments qui sont de plus en plus digestibles, que ce soit des concentrés, on a vu ce matin qu'on a des traitements technologiques pour augmenter les densités énergétiques des rations, etc. Là, on se retrouve effectivement, quand on recourt à de l'herbe pâturée, à un fourrage qui a une valeur d'encombrement, qui a effectivement des matières azotées qui sont relativement solubles. Et au bout d'un moment, effectivement, il y a peut-être cette contradiction un peu entre les autonomies qu'on peut rechercher, notamment autonomie protéique, autonomie fourragère. Il y a des enjeux, productivité par hectare, productivité par animal, tu l'as évoqué un peu dans le cours de la présentation, Patrice. Et il y a un moment donné, est-ce qu'on n'est pas confronté un petit peu à ça, à cette question de la productivité animale qu'on recherche,
en utilisant une ressource qui a une valeur d'encombrement et qui d'abord fait fonctionner un ruminant, alors que les régimes se sont quand même très largement modifiés ces dernières décennies. C'est plus une remarque. Benoît, tu voulais intervenir? Et puis on terminera là. Juste un complément par rapport à la discussion qu'il y a eu sur le fait qu'on pâture au moins. Mais moi, je viens d'une région du sud du Massif central où on a vécu quand même l'année dernière 6 mois d'arrêt de pousse, quoi, quasiment. Au moins 6 mois d'arrêt de pousse. Et honnêtement, les stratégies aujourd'hui que mettent en place les éleveurs, ce sont des stratégies de sécurité au travers des stocks. Et je vois mal comment on pourra aller contre ça, même si tous les arguments que tu utilises, je les utilise tous les jours et je les réutiliserai. Mais bon, à un moment donné, il y a la sécurité de stock qui est indispensable dans certaines zones parce qu'on est très 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 impacté, quoi. Et quand l'herbe, quand elle pousse pas, quoi. Et si tu n'as pas cette sécurité-là à un moment donné, bon, mais j'espère qu'on vivra pas pendant 4 mois, elle repousse aussi à l'automne et en hiver. Ouais, mais nous, on a clairement des systèmes qui ont, depuis le juin l'année dernière, l'herbe repousse aujourd'hui quasiment, quoi. Et il n'y a eu pas d'eau non plus à l'automne. On n'a pas pu réussir à remettre des bêtes, remettre du pâturage normal. Et donc aujourd'hui, quand on dit nourrir des animaux, et c'est vrai, aujourd'hui en plus on demande au système de produire un peu toute l'année, hein, c'est ça, c'est le souci. Hein, on n'a pas. Avant on avait des systèmes beaucoup plus saisonnés, beaucoup plus calés sur la pousse de l'herbe, et ça c'était quand même beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, il y a aussi le contexte économique qui oblige les éleveurs à étaler leur production, quoi. Et ça, quelque part, il y a des périodes où on ne sait pas faire autrement, quoi. Mais bon, c'était juste un témoignage après.